Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette première webconférence du mois de janvier. Je suis avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour Pascal, bonjour à tous et très bonne année à tous. Absolument, absolument que cette année 2022 soit encore meilleure que 2021. Bon, ça va être difficile de faire moins bien, mais bon, enfin on verra. Nous allons, faire un petit point sur les éléments, qui nous permettent de réaliser la paye. Je rappelle que cette webconférence est enregistrée et que vous avez accès au support par le biais d'un mail qui vous est envoyé par Webikeo à l'issue de la webconférence et vous pourrez aller télécharger le support. Sur la partie droite de l'écran, vous avez une zone de chat, vous pouvez poser les questions, Philippe peut répondre, on peut faire un point à l'issue de la webconférence et puis à tout moment, Philippe peut m'interrompre si tout d'un coup il y avait une question ou un problème technique. S'il y avait une question notamment qui serait pile en lien avec le sujet que l'on aborderait. Allez, on y va. Alors déjà, Philippe, est-ce que tout est bon? Oui, c'est bon, on peut y aller Allez, c'est Pascal. parti. Donc, les, le petit plan, on fait un rappel sur le plafond de la sécurité sociale, rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements, un rappel sur le SMIC et les différents minima, un point sur les taux, justement, et on terminera avec un certain nombre de particularités, pour le coup spécifiques à ce début d'année. Alors, le plafond de la sécurité sociale, c'est très simple, cela fait 2 ans qu'il n'a pas changé. Les valeurs n'ont pas bougé depuis 2020, donc ce sont exactement les mêmes valeurs. Alors en bleu, les plafonds donnés hein, dans le cadre du décret de la sécurité sociale, donc le plafond annuel de la sécurité sociale, plafond mensuel, plafond journalier que l'on utilise notamment à audience pour les retraites complémentaires, notamment pour les cadres intermittents et pour le calcul de la prévoyance des intermittents, et le plafond horaire qui sert précisément pour un cas très particulier qui est les artistes du spectacle. Quand ils sont embauchés sur des périodes inférieures à 5 jours consécutifs, le plafond pour les cotisations URSSAF se calcule avec ce plafond horaire multiplié par d'autres éléments. En ce qui concerne l'audience, eh bien, on a l'application de ces plafonds transformés en tranches. Tranche 1 entre 0 € et le plafond de la sécurité sociale, et la tranche 2 Agir Carco entre le plafond de la Sécu et 8 fois celui-ci. Encore une fois, vos logiciels de paye n'ont pas beaucoup de travail sur ce point-là, les valeurs ne changent pas. Alors, petite illustration, alors on a à l'écran un bulletin de paye d'un régisseur général embauché en CDDU, donc intermittent du spectacle. Il est embauché 2 jours, le 2 et le 3 janvier, et il a fait 7 heures par jour. Il a un total brut de 500 € pour ces 2 journées. Bon, illustration, en bleu, le calcul du plafond pour la cotisation assurance vieillesse, donc la cotisation plafonnée de l'URSSAF. Le calcul, c'est plafond mensuel multiplié par nombre de jours dans le contrat divisé par le nombre de jours du mois. Ça nous donne, sauf erreur, 221,16 €. Et on rappelle que pour ce qui est de l'aide au logement, voire aussi le versement transport pour les entreprises qui sont assujetties, ces deux cotisations sont majorées de l'assiette est majorée de 11,5 de par le fait que, en l'occurrence, les congés payés transitent par une caisse de congés payés. Encore une fois, aucune nouveauté là-dessus. Pôle emploi, le plafond applicable, c'est le plafond que l'on a calculé pour l'URSSAF multiplié par 4, hein, c'est 4 plafonds. Là, dans notre exemple, le salaire n'atteint pas les 4 plafonds, donc on cotise sur le brut. Et puis pour audience, c'est un régisseur général, il est cadre, intermittent cadre. Pour les cotisations de retraite complémentaire, c'est le plafond journalier que l'on utilise, multiplié par le nombre de jours travaillés, en l'occurrence 189 € multiplié par 2 jours, 378 €. Ce qui dépasse, dans la limite du total brut, passe en tranche 2. Voilà, bon, rien de nouveau, c'est juste une illustration.
Pour aller au bout des choses, on bascule sur une paye d'un artiste du spectacle. Alors là, on s'est fait plaisir, on a mis un salaire brut de 100 000 €. C'est pas tous les jours, hein, c'est pas tous les jours, Noël. Donc on y est allé. Alors on a un bulletin de paye d'un artiste dramatique embauché par une entreprise artistique et culturelle, 2 jours, le 11 et le 13 janvier. 2 cachets donc pour un total de 100 000 €. Cet artiste a accepté la pratique de l'abattement pour frais professionnels. On en reparlera à la fin de la webconférence, hein, je ferai un petit rappel sur ce qui a changé là-dessus, hein. Il a accepté l'abattement pour frais professionnels de 25 mais vous le savez que le montant de l'abattement est limité à 7 600 €, donc on ne peut pas abattre plus que de 7 600 €. Donc en l'occurrence, ça nous fait un brut abattu de 92 400. Bien. OK, on a le brut, on a le brut abattu. Alors, en ce qui concerne les cotisations URSSAF et notamment les cotisations plafonnées, on est bien dans le cas de figure d'un artiste du spectacle embauché sur un contrat inférieur à 5 jours consécutifs. Le plafond se calcule donc de la manière suivante: plafond horaire, 26, multiplié par 12, c'est une valeur qui est donnée par l'URSSAF, multiplié par le nombre de jours, ça nous fait 624 €. Ça, c'est le plafond dans ce cas de figure pour l'assurance vieillesse. L'aide au logement, tranche A, c'est le plafond URSSAF multiplié par 11,5 pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Pôle emploi, on multiplie par 4 le plafond qu'on a trouvé pour l'URSSAF, ça nous fait 2 496. Donc effectivement, il y a bien plafonnement des cotisations Pôle emploi dans ce cas de figure, le salaire brut étant très élevé. Et en retraite complémentaire, en fait, c'est pour ça qu'on a mis un salaire de 100 000 € pour bien illustrer, mais encore une fois, c'est un rappel, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, pour bien illustrer l'utilisation du plafond pour les artistes et les techniciens aussi non cadres intermittents. Le plafond à prendre en compte est le plafond annuel. Donc, dans l'exemple que l'on a à l'écran, 100 000 € bruts sur 2 cachets début janvier. Eh bien, dès la première paye, finalement, cet artiste, chez cet employeur, atteint le plafond en matière de retraite complémentaire. Hein, le plafond annuel, il est rempli dès la première paye. 41 136 €, c'est le plafond annuel. Ce qui dépasse par rapport au brut abattu passe en tranche 2, et donc, on aura, imaginons que cet artiste, il y ait une deuxième paye, un deuxième contrat chez ce même employeur, au mois de février ou après, au cours de l'année 2022, eh bien, qu'est-ce qu'il y aura de particulier en matière de retraite complémentaire? C'est qu'il n'y aura plus de cotisation basée sur la tranche 1, étant donné que, dès cette première paye, l'intégralité du plafond en tranche 1 a été remplie. Voilà pour ce qui est du plafond. Deuxième point, le SMIC. Bon, le SMIC a augmenté au 1er janvier. Il avait augmenté, déjà au mois d'octobre. Il est à ce jour à 10,57 € brut de l'heure. En SMIC mensuel, cela donne 1 603 € et 12 centimes. Bien. Bon, bah, ça, c'est des valeurs qui sont connues, qui sont intégrées dans le logiciel de paye. Pourquoi? Parce que, on va le voir juste après, il y a certaines cotisations qui sont, ou certaines réductions qui sont fonction de cette valeur. Mais on rappelle surtout qu'il faut toujours vérifier les minima conventionnels qui sont applicables dans votre entreprise au regard de la convention collective dont vous relevez, hein. Donc le SMIC, c'est une chose, hein, c'est le plancher, mais il est possible qu'il y ait des minima conventionnels supérieurs à ce SMIC, hein, toujours garder ça en mémoire. Alors, le SMIC, justement, quel est l'impact sur certaines cotisations? 3 éléments. Premier élément, la réduction générale des cotisations patronales, dite réduction Fillon. On rappelle, c'est une réduction dégressive des cotisations patronales pour les salaires qui sont compris entre le SMIC et 1,6 SMIC. C'est un mécanisme qui est intégré dans tous les logiciels de paye. L'objectif, quand une entreprise a un taux d'action du travail de 0,59 l'objectif, c'est que pour un salarié au SMIC, l'employeur n'ait aucune cotisation patronale URSSAF, retraite complémentaire et assurance chômage, hein, c'est ça l'objectif. Le SMIC a aussi une incidence pour le complément assurance maladie. Vous savez que la cotisation assurance maladie, cotisation patronale, eh bien, il y a 2 taux. Il y a le taux normal et il y a un taux complémentaire qui est dû si le salaire excède 2,5 SMIC. Et c'est le même mécanisme
pour la cotisation allocation familiale, qui est en 2 temps, un taux normal applicable à tous et un taux complémentaire qui est dû si le salaire excède 3,5 SMIC. Là aussi, le changement du SMIC dans le logiciel, eh bien, génère le calcul correct par la suite. Voilà sur le SMIC. On arrive du côté des taux maintenant. Alors, commençons par les taux pour l'URSSAF. Simple, ce sont les mêmes taux que 2021, modulo bien sûr le taux d'accident du travail, vous le savez, qui est propre à chaque structure et qui peut-être a changé chez vous. Quand je dis taux des cotisations identiques, c'est taux des cotisations et contributions, hein. Vous savez qu'il y a des cotisations sociales et il y a un certain nombre de contributions sociales dont l'URSSAF s'occupe du recouvrement. En ce qui concerne Pôle emploi, les cotisations sont les mêmes que 2021, que ce soit les cotisations pour le régime général ou les cotisations pour les artistes et les techniciens relevant des annexes 10 ou 8. Un changement, mais qui n'est pas lié au taux, mais que l'on rappelle, c'est le passage en DSN à compter des payes de janvier pour les employeurs, justement, qui embauchent des artistes et des techniciens relevant des annexes 10 et 8. On parle bien du recouvrement. Les AEM, les attestations employeurs mensuelles, ne sont pour le moment pas encore en DSN. Congé spectacle, taux identique à 2021, on y reparle juste après. Audience, en retraite, les taux sont identiques à 2021 et en prévoyance pour les intermittents, il y a des nouveaux taux, on en parle la vignette d'après. En ce qui concerne Tali Santé, vous savez, c'est le nouveau nom du CMB depuis le mois de janvier. A priori, le taux en 2022 sera identique à 2021. Il y a une particularité, c'est un taux exceptionnel, un taux supplémentaire dû sur les salaires de 2021. On en parle un petit peu plus loin. Et en ce qui concerne l'AFDAS, c'est-à-dire la contribution pour la formation professionnelle, pas de changement a priori sur les taux applicables. En revanche, un changement concernant le recouvrement, c'est l'URSSAF qui va s'occuper, dès les salaires de janvier, du recouvrement de la part légale du taux. On en parle juste après. Alors, les congés spectacles, donc, le conseil d'administration de la Caisse des congés spectacles a décidé de maintenir le taux à 15,40 au 1er avril prochain. Donc, pas de changement à prévoir a priori dans les logiciels de paye. Simple. En ce qui concerne audience, et plus précisément audience santé-prévoyance, pour les artistes et les techniciens intermittents du spectacle, donc les artistes et les techniciens que l'on embauche en CDDU et qui relèvent des annexes 8 et 10 de l'assurance chômage, il y a un changement qui est l'augmentation du taux en prévoyance. Je rappelle rapidement le mécanisme sur la prévoyance et la santé pour les intermittents du spectacle. Il y a un accord interbranche qui date de 2006, qui a été mis en place en avril 2007, qui a instauré une cotisation obligatoire pour les employeurs pour financer les risques prévoyance, les risques lourds pour les artistes et les techniciens intermittents. Une année plus tard, cet accord interbranche a eu un avenant qui a rajouté une cotisation pour financer un fonds collectif du spectacle pour la santé. Ainsi, sur les bulletins de salaire, sur les logiciels de paye, la plupart du temps, on a un seul taux qui, finalement, est l'agrégation de deux taux, un taux qui finance la prévoyance au sens risque lourd et un taux qui finance la santé, c'est-à-dire le fonds collectif du spectacle pour la santé, qui permet aux artistes et aux techniciens qui le souhaitent, modulo certaines conditions, d'avoir accès à une complémentaire santé à tarif préférentiel. Bref, ce qui a augmenté dans le taux global, c'est la part prévoyance. Elle a augmenté de 0,24%, qui se divise en deux, avec 0,12% à la charge du salarié et 0,12% à la charge de l'employeur. La grande nouveauté, au-delà de l'augmentation, c'est la part salariale. Il n'y avait pas de part salariale depuis le début, bien que l'accord initial ait prévu la possibilité qu'il y ait un taux, mais c'est vrai que depuis le début, il n'y a pas eu de cotisation salariale. Donc, à compter des payes de janvier, le paramétrage est celui que vous avez en rouge. Pour les non-cadres, part salariale 0,12, part patronale 1,04. Donc là, ce sont bien les taux qui additionnent
la part du taux qui finance la prévoyance et la part du taux qui finance le fonds collectif. Et pour les cadres, 0,12 en part salariale et 1,62 en part patronale. On rappelle que pour les entreprises relevant de la branche des entreprises artistiques et culturelles, IDCC 1285 pour les intimes, cette convention collective, bien avant l'instauration de ce régime interbranche pour les intermittents, avait une cotisation spécifique pour les cadres intermittents. Cette cotisation n'est pas remise en cause, elle demeure comme elle était avant. Donc l'augmentation vise l'accord interbranche en tant que tel, mais pour les entreprises de la branche EAC qui embauchent des cadres intermittents, les taux spécifiques demeurent et doivent être maintenus. Alors, l'illustration de l'augmentation de ces taux en prévoyance, on a à l'exemple à l'écran un artiste dramatique embauché un cachet pour 400 € le 10 janvier 2022. Voilà. Donc, cotisation, prévoyance et fonds collectifs, base de calcul, en l'occurrence, c'est le salaire brut limité au plafond journalier, un seul jour de travail, donc 189 €. Et on a bien 0,12% en part salariale, 1,04 en part patronale. Deuxième exemple, avec une entreprise artistique et culturelle, pour un metteur en scène, donc un cadre intermittent. Alors là, donc, en matière de prévoyance, on a bien les cotisations de l'accord interbranche et la cotisation spécifique cadre intermittent liée à la branche EAC. Cela nous donne, donc on est toujours sur une journée de travail, prévoyance tranche A, base de calcul, le brut dans la limite du plafond journalier, donc 189, par salarial 0,12 et par patronale 2,07, parce qu'on a bien ajouté la cotisation spécifique à la branche. Et il y a une cotisation là aussi spécifique à la branche, donc en tranche 2, donc prévoyance tranche B, elle est de 0,95% en tranche 2, rien de nouveau là-dessus. Voilà, là-dessus. On continue sur les taux et on en profite pour faire un tour d'horizon des cotisations conventionnelles. Vous savez, les cotisations qui sont dues selon la convention collective que l'on applique. Alors, déjà, premier point, les taux ne changent pas par rapport à 2021. Donc ce sont les mêmes taux, mais on en profite pour refaire un tour d'horizon sur ces différentes cotisations. Alors, pour ce qui est de l'entreprise de production audiovisuelle, on a une cotisation qui est due à une association qui s'appelle l'APAV, qui est une cotisation de 0,06%, limitée à la tranche 1 Agir Carco. Cette cotisation APAV finance le CHSCT de la branche, finance le paritarisme et un délégué de branche. Toujours dans la branche audiovisuelle, mais plus largement, hein, pas uniquement l'IDCC 2642, on a une cotisation qui est due à la commission paritaire nationale emploi-formation de la branche de l'audiovisuel, avec un taux de 0,006%, plafonnée, elle, à la tranche 1 et tranche 2 Agir Carco. Pas de plancher, pas de plafond pour ces deux cotisations. En ce qui concerne la branche du cinéma, donc la production cinématographique IDCC 3097, on a une cotisation pour le comité d'hygiène et de sécurité de la branche et pour le paritarisme de la branche avec les taux que vous avez à l'écran. On rappelle que toutes les cotisations conventionnelles qui vont dérouler à l'écran, on a 3 vignettes, doivent être déclarées et payées à l'AGPRO sur le site internet que vous avez sous les yeux. Ces contributions le recouvrement de ces contributions ont été délégués à audience depuis une dizaine d'années pour la plupart, et donc on a un service dédié qui s'occupe de la déclaration et du recouvrement. On continue sur les cotisations conventionnelles. Avec, du côté de la production cinéma d'animation, une contribution qui est due au titre du financement de la branche avec un taux de 0,04%. En ce qui concerne les entreprises techniques au service de la création et de l'événement, vous savez, les entreprises prestataires techniques, il y a aussi une contribution pour le financement de la branche à 0,09%. Pour ce qui est des chaînes thématiques, là aussi, un fonds commun d'aide au paritarisme avec un taux spécifique. Et enfin, pour l'édition phonographique, là aussi, une contribution dédiée. La déclaration, le paiement se fait toujours sur
le site AGPRO. Et on termine avec le secteur du spectacle vivant, avec d'un côté l'IDCC 3090, donc les entreprises du secteur privé du spectacle vivant, avec une cotisation pour le casque et une cotisation pour le fonds commun d'aide au paritarisme. Le casque, vous savez, c'est le comité d'entreprise mutualisé, et le fonds commun d'aide au paritarisme, c'est le financement syndical de la branche. La particularité, c'est qu'il y a des planchers de cotisation et, le cas échéant, des plafonds. C'est la particularité de ces cotisations. Et du côté de la branche des entreprises artistiques et culturelles, on a là aussi une cotisation due au fonds collectif pour le financement de la branche, et le FNAS. Le FNAS, c'est là aussi le comité d'entreprise qui est mutualisé au sein de cette branche, avec les taux et des particularités en ce qui concerne le FNAS, si jamais l'entreprise dispose d'un comité social économique conventionnel. Dans ce cas-là, les taux sont légèrement réduits. Encore une fois, aucune nouveauté sur les taux, aucune nouveauté sur les assiettes. On rappelle juste que le paiement se fait sur le site internet dédié. Voilà pour les taux. Et on va terminer avec un certain nombre de particularités. On en avait parlé rapidement, mais on revient là-dessus. Première particularité, gros changement pour cette année 2022, la formation professionnelle, plus précisément la CUFPA, la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance. Alors, on y va chronologiquement. Première étape, ce qui va se passer par rapport aux salaires versés en 2021. Les salaires versés en 2021, pas de changement. C'est toujours les OPCO, et en l'occurrence dans notre secteur l'AFDAS, qui s'occupent du recouvrement. Et le paiement doit donc être fait avant le 1er mars prochain. C'est le recouvrement classique des cotisations légales, des cotisations conventionnelles le cas échéant, de la contribution pour les intermittents du spectacle, et éventuellement des contributions volontaires que peuvent avoir décidé de s'acquitter les entreprises. Bon, bref, comme l'an dernier, comme les autres années. Bien. En ce qui concerne les salaires versés à partir de 2022, donc là, les premières payes du mois de janvier. Alors là, il va y avoir deux choses. Première étape, l'URSSAF va s'occuper du recouvrement de la part légale de toutes ces contributions. Ceci via la DSN, à compter encore une fois des payes de janvier. Une illustration concernant les intermittents du spectacle. Pourquoi on illustre avec les intermittents du spectacle? Parce que le taux concernant les intermittents du spectacle est de 2,1%, et ce taux comporte une part légale, 2%, et une part issue des décisions de la branche, une part conventionnelle, 0,1%. Alors ça illustre très bien la répartition. Dans le logiciel de paye, doit être déclaré à l'URSSAF via la DSN, avec la codification qui va bien, 2% au titre de cette contribution en formation professionnelle, et les 0,1%, donc la part conventionnelle, eh bien, continuera à être déclarée à l'AFDAS selon les modalités habituelles l'année prochaine, étant donné que les OPCO et l'AFDAS recouvrent les cotisations de l'année N, ils les recouvrent en février de l'année N+1. Donc, en ce qui concerne les salaires 2022 à compter du mois de janvier, il y a donc une répartition potentielle des cotisations entre l'URSSAF, part légale des taux et déclaration en DSN, et l'AFDAS, les contributions volontaires des employeurs et les contributions conventionnelles. Et donc, on a illustré une contribution conventionnelle avec le taux des intermittents du spectacle. Deuxième particularité, Tali Santé. Tali Santé, donc nouveau nom du CMB, donc le service de santé et de prévention du travail. Le conseil d'administration de Tali Santé a décidé au mois d'octobre dernier une contribution exceptionnelle sur l'année 2021, contribution d'un taux de 0,20%. Concrètement, cela signifie que sur la cotisation qui sera appelée par AGPRO là aussi fin février prochain, eh bien la contribution à verser, le taux de la contribution, ce sera le taux
de Thalys Santé, 0,32, plus cette contribution exceptionnelle, 0,20%. Et il y aura un minimum de cotisation, un plancher de 50 € hors taxe. Donc voilà la nouveauté. Cette contribution exceptionnelle, elle est votée pour les salaires 2021. À ce jour, elle n'est pas votée sur les salaires 2022, donc on ne peut pas savoir quel est le taux qui sera applicable pour les salaires dus au titre de l'année 2022. A priori, ça resterait à 0,32 tant qu'on n'a pas d'informations complémentaires. Et dernière particularité, je voulais revenir sur l'abattement pour frais professionnels pour rappeler la nouveauté de 2022. Vous savez qu'on a fait une webconférence au mois d'octobre dernier là-dessus, hein. Je rappelle la nouveauté pour les artistes du spectacle, pour les salariés qui peuvent avoir un abattement pour frais professionnels. La nouveauté, c'est que l'employeur doit obtenir, bien sûr, l'autorisation écrite du salarié, mais cette autorisation écrite doit être assortie d'un document distinct du contrat de travail sur lequel l'employeur doit expliquer les conséquences du choix pour le salarié de l'application de l'abattement. En 2 mots, les conséquences, c'est la minoration des droits en matière de retraite complémentaire et d'indemnité journalière de sécu ou de prévoyance. Donc ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que l'on sent que l'administration, et l'URSSAF notamment, met l'accent sur le respect de cet abattement pour frais professionnels. Les règles sont de plus en plus nombreuses, donc potentiellement, il peut y avoir des contrôles sur justement le respect de ce formalisme par les employeurs. Voilà le petit tour d'horizon qu'on pouvait faire ensemble. Je pense qu'on va rester ensemble pour répondre aux questions-réponses, répondre aux questions. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous le jeudi 17 février prochain et on fera un exercice très pratique. On va remplir ensemble un contrat de travail à durée déterminée dit d'usage. Voilà, on va prendre la plume et on va voir ce qu'on doit écrire dans un CDDU. Ça sera vraiment un cas très pratique. Voilà, merci pour votre attention et on bascule tout de suite sur le chat. Philippe, c'est à toi. Oui, alors, j'ai mis la question de Bruno dans les favoris. Comment calculer le seuil du SMIC pour le complément assurance maladie pour les intermittents au cachet sans aucune référence horaire? Alors, c'est une bonne question, évidemment. L'URSSAF s'est positionné là-dessus. Le cachet est égal à 7 heures, qui est la journée moyenne, enfin, qui est la journée de travail sur la base du temps légal, qui est de 35 heures par semaine. Donc, pour ce calcul-là, et c'est le même pour le calcul de le complément assurance maladie, c'est un cachet égale 7 heures. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Elles arrivent au fur et à mesure. Très bien, c'est parfait. La question de Christine, qu'en est-il du versement de la prime inflation pour les intermittents? Et puis, il y a d'autres questions qui viennent aussi au fur et à mesure, donc progressivement. Donc, je pense qu'on peut le prendre dans l'ordre. Alors, qu'en est-il du versement de la prime inflation pour les intermittents? C'est pas vraiment une question, enfin, c'est une question ouverte. Écoutez, le décret, tout le non-décret, rien que dans le décret, j'allais dire. En d'autres termes, le décret est assez imprécis sur les particularités du versement de la prime inflation pour les artistes et les techniciens relevant des annexes 8 et 10. Ce que je peux dire en ayant lu le décret, c'est que, c'est au salarié de faire sa demande. Donc la prime n'a pas à être versée spontanément, premier point. Deuxième point, quand un employeur reçoit une demande d'un intermittent, il doit vérifier si chez lui, il a travaillé, il a eu un salaire supérieur ou non à 26 000 €. Et si c'est en dessous de 26 000 €, il verse la prime. Le point clé, c'est que c'est le salarié qui fait la demande et c'est sous sa responsabilité, c'est-à-dire que c'est lui qui fait une sorte de déclaration sur l'honneur à lui-même, comme quoi, s'il faisait masse de tous ses employeurs, il n'aurait pas eu un salaire supérieur à 26 000 €. Voilà ce qu'on peut dire brièvement. S'il y a des questions un peu plus précises, on verra, mais bon. Ah, pardon, je vois ça. Excuse-moi, j'ai Sabine qui nous dit si convention 1285, l'abattement s'applique automatiquement ou il faut l'avis du salarié? Je ne vois pas le rapport avec la convention 1285. Enfin, si, je peux voir un rapport, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir
eu une décision au sein de la branche qui du coup exonérait l'employeur de devoir demander l'autorisation du salarié. Ce n'est pas le cas. Vous relevez de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, soit, vous avez un artiste du spectacle qui peut avoir un abattement, ok, vous devez avoir son accord express avant de l'appliquer. Une question aussi de Jérôme. Le changement sur la déduction forfaitaire spécifique, c'est plutôt décalé à 2023, vu les mises à jour du BOSS, avec un point d'interrogation. Alors, bonne remarque. En fait, ce qui a été décalé à 2023 dans le bulletin officiel de la sécurité sociale, ce qui a été décalé à 2023, c'est le fait que l'employeur doive compiler l'ensemble des justificatifs des frais professionnels des artistes pour lesquels il a dû appliquer l'abattement pour frais professionnels. En revanche, le fait de devoir expliquer aux salariés les conséquences de son choix sont applicables en 2022. Une question aussi il y a plusieurs questions sur l'abattement pour professionnel. Question modique. Je n'ai pas compris pour l'abattement pour fait professionnel, quelle forme doit prendre la justification de l'employeur? Alors, la forme n'est pas précisée, donc il faut, enfin, hormis le fait qu'il faut un document écrit, distinct du contrat de travail. Donc, c'est un courrier que vous envoyez au salarié et dans lequel vous lui dites, voilà, souhaitez-vous, en tant qu'artiste musicien par exemple, vous pouvez avoir un abattement pour frais professionnels de 20%. La conséquence de l'application de l'abattement, c'est que les cotisations de retraite complémentaire, les cotisations de sécurité sociale seront minorées de 20%. Donc, vos droits sociaux seront minorés d'autant. Acceptez-vous la pratique de l'abattement? Cochez oui, cochez non, signez et vous me retournez ce document. Voilà, un exemple. Une question sur un logiciel de paye, mais là je pense que c'est plus du ressort de l'éditeur de logiciel, éventuellement de la correction peut-être dans la DSN. Bonjour, mon logiciel de paye nous a fait faire un calcul en proratisant le total brut perçu. Je pense que là c'est peut-être du ressort de l'éditeur de logiciel. On peut proposer à Stéphanie. J'imagine que Stéphanie évoque justement la prime inflation hein, sur la proratisation des 26 000 €. Il faut qu'elle voie avec son éditeur sur quoi il s'appuie pour faire cette proratisation. Encore une fois, le décret est complètement flou, donc on peut tout à fait arguer dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire dans la proratisation ou pas. Une question de Karine. Est-ce qu'on peut pratiquer l'abattement pour frais professionnels et cotiser en retraite sur la totalité du salaire? Non, étant donné que les bases de cotisation de retraite complémentaire sont alignées sur les assiettes des cotisations de sécurité sociale, il faut donc qu'il y ait une harmonie entre les deux. Et Laurence nous demande où on peut trouver un modèle de courrier pour expliquer les conséquences de l'abattement. Je ne connais pas de modèle de courrier, c'est vous qui devez le faire. Ça prend 4 lignes, hein, comme je l'ai fait à l'oral tout à l'heure, ça prend 4 lignes. Si on comprend ce qu'on demande, on réussit à le rédiger de manière simple. Mais tiens, excuse-moi Philippe, mais du coup, comme il y a de l'insistance, dans la webconférence que l'on fera le mois prochain, nous prévoirons ce petit modèle avec les quatre lignes. Il y a pas mal de questions qui arrivent au fur et à mesure quand même. Vas-y. Alors, où est-ce qu'on est? Doit-on appliquer, question d'Agathe, doit-on appliquer la convention SVP alors que les montants bruts sont inférieurs au SMIC? Par exemple, un cachet à 105,53 € brut, s'il est divisé par 12 heures, ne correspond pas au SMIC. Il y a des cas très particuliers, très individualisés dans les questions qu'on a. On y va. Donc, doit-on appliquer la convention SVP? Alors ça, j'en sais rien. Ça, c'est vous, c'est votre entreprise qui relève d'un secteur d'activité précis. C'est vous qui devez savoir de quelle convention collective vous appliquez. On part de là, déjà. Si on n'est pas d'accord là-dessus, si on cafouille là-dessus, on ne peut pas avancer sur la suite. Donc, déjà. Ensuite, sur la question de est-ce qu'on peut mettre un cachet à 105,53 € qui, divisé par 12, ne correspond pas au SMIC. Alors, d'où sortent ces 12 heures? L'artiste a travaillé 12 heures? C'est pas possible, ça. Non, je blague. En fait, quand on parle de cachet, il n'y a pas de correspondance en termes de temps de travail. Un cachet, c'est un forfait qui correspond à la prestation qu'effectue l'artiste, que ce soit un service de répétition ou
une représentation ou un moment de tournage. Donc il n'y a pas à diviser par 12 en fait. Ce qu'il faut, c'est uniquement respecter les minima conventionnels. Point. Plusieurs questions aussi toujours concernant donc l'abattement. Je crois qu'on y a répondu. J'essaie de filtrer aussi sur les questions sur lesquelles on n'aurait pas répondu. Je t'en prie, vas-y, Il y vas-y, c'est en a toi un qui certain gères. nombre. Est-ce qu'il faut aussi faire apparaître le choix de l'abattement sur le contrat de travail en plus du document séparé? C'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est le document distinct. Je descends un peu, je suis à la question de terrain. Je vois, est-ce que tous les intermittents peuvent avoir l'abattement? Réponse non. C'est uniquement des professions spécifiques, qui n'ont aucun rapport d'ailleurs avec l'intermittence du spectacle au sens de Pôle emploi. Je vous renvoie à la webconférence que l'on a fait au mois d'octobre là-dessus. Vous avez le détail et notamment la liste des professions dans le secteur du spectacle pour lesquelles il peut y avoir un abattement, modulo le respect de leur accord. D'autres questions aussi concernant donc l'indemnité inflation. Alors j'ai mis un lien aussi vers le site URSSAF concernant l'indemnité inflation, parce qu'on a quand même des questions sur l'indemnité inflation. Est-ce qu'on doit la verser s'il y a une salariée qui ne fait plus partie de l'entreprise au 1er janvier 2022? Donc là, j'invite les participants à regarder le lien que j'ai mis un petit peu plus haut. C'est un lien qui pointe directement sur un article de l'URSSAF sur l'indemnité inflation. Je pense Oui, c'est très bien. Il faut prendre le temps de lire les questions-réponses de l'URSSAF et de relire le décret et surtout de vous faire accompagner par votre éditeur là-dessus. Myriam nous dit, l'employeur peut-il refuser l'abattement aux salariés? Deux situations. Vous embauchez donc un artiste dramatique qui peut avoir un abattement, par exemple. L'artiste dramatique fait partie des professions pour lesquelles c'est possible. Donc, l'employeur ne souhaite pas appliquer l'abattement. Il ne dit rien. Il n'envoie pas de courrier au salarié, il ne se passe rien. Dans ce cas-là, il n'applique pas l'abattement et point. L'employeur souhaite poser la question au salarié, il lui pose la question et il applique ce que dit le salarié dans sa réponse. Soit il est d'accord, soit il n'est pas d'accord. Alors je passe, il y a une question de Philippe. Cotisation prévoyance santé, existe-t-il une part non soumise à CSG? Alors, pas à ma connaissance, étant donné que il n'y a pas je ne vois pas la quote-part de la cotisation qui finance l'obligation de maintien de salaire. Patricia nous dit qui paye la prime inflation pour les artistes du spectacle. A priori, ça dépend de la situation de l'artiste en question au cours du mois d'octobre. Si au cours du mois d'octobre, il a eu un salaire chez un employeur, il doit solliciter l'employeur principal qu'il a eu au cours de l'année pour obtenir la prime inflation. S'il n'a pas eu de salaire au mois d'octobre et s'il est indemnisé par Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui lui versera la prime inflation. Alors, il y a beaucoup de sujets qui font aussi référence des fois à des webconférences qu'on a déjà passées, comme nous demandait en fait Alexandrine. Donc, n'hésitez pas, il y a beaucoup de choses que l'on a déjà vues et qui sont disponibles en replay. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site Webikeo pour voir toutes les conférences et tous les sujets. Je pense sinon qu'on a fait le tour des questions générales sur les thèmes généraux, il me semble. Jean-Jacques, on m'a fait un contrat d'engagement sur lequel apparaissent des heures sup, sachant que je travaille 40 heures sur 4 jours. Surprenant? Non. Non, ce n'est pas forcément surprenant. Déjà, tout dépend des règles qui sont posées dans la convention collective applicable dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et donc, selon ces règles, il est possible qu'il y ait des heures supplémentaires qui se calculent à la journée et pas forcément sur la semaine civile. Et dans tous les cas, 40 heures sur 4 jours, effectivement, ça sent les heures sup. Mais vraiment, ce qui est très, très important, c'est ce réflexe d'aller voir ce qui est expliqué dans la convention collective concernant tel ou tel point, et notamment les heures sup. Une question d'Antea. Existe-t-il toujours un forfait minimal pour Tali? Oui, on l'a dit tout à l'heure. Alors, sur l'année 2021, c'est 50 euros. C'est 50 euros. D'habitude, c'est 40 euros, mais là, c'est 50 euros de par la cotisation supplémentaire. Donc oui, il y a un forfait minimal à payer, c'est vrai. On rappelle que Tali Santé, derrière, les employeurs
cotise pour les intermittents, ça permet à Thalys Santé de faire passer, de suivre la santé au travail des artistes et des techniciens intermittents, des journalistes pigistes et des mannequins aussi. On faut toujours rappeler ce qu'il y a derrière une cotisation, parce que sinon ça devient très abstrait, ça devient très notion comptable. Hein. Non, non, on est bien sur une cotisation, c'est-à-dire que derrière il y a une prestation qui est fournie. Hein. D'autres questions? Je renvoie les liens pour Alexandrine, hein, pour Webikeo. Une question de Lisa, que je regarde en même temps. Mon association a des taux très spécifiques qui sont différents de ceux prévus par la convention collective ou les taux généraux. Cela concerne la prévoyance à audience. Savez-vous d'où cela pourrait venir? Alors oui, la chose à laquelle ça me fait penser, c'est que cette association a conclu un contrat de prévoyance spécifique pour ses salariés permanents, et donc qui dit contrat spécifique en prévoyance et ou en santé, dit taux spécifique. Voilà. Mais a priori, ça concerne sans doute les salariés permanents. Je pense qu'on a fait le tour. OK. Et qu'on a vu les cas principaux. On a essayé de regrouper les questions et on a vu les cas principaux, il me semble. Ça marche. OK. Merci à tous pour votre attention. Merci Philippe pour ton support efficace. Merci Pascal et merci à tous. On se donne rendez-vous le 17 février prochain, encore une fois, sur l'aspect très pratique. On aura tous une feuille de papier, un crayon, et on rédigera ensemble un contrat de travail à durée déterminée dit d'usage. On verra tous les aspects pratiques, les aspects légaux et surtout, on verra du bon sens. Et donc, on n'oubliera pas de proposer un exemple pour la demande de l'abattement aux salariés. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Au mois prochain. Merci, à bientôt. Au revoir.